Ah, ça y est. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, bonjour à tous et bienvenue du coup sur notre webinaire dédié à la directive européenne NIS 2. Alors on va démarrer d'ici quelques minutes, voilà, donc quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, et puis voilà, on commencera. Hop. Voilà, juste un petit mot aussi. Il s'agit ici de notre dernier événement avant la pause estivale. Pour votre information, nous reprendrons donc du service en septembre pour un nouveau webinaire qui vous parlera du SOC et notamment le SOC Assaisie. Il y a un webinaire qui sera prévu le 10 septembre qui abordera toute la question du SOC, comment repenser votre cybersécurité avec un SOC. Je vous mettrai le lien vers le formulaire d'inscription à la fin de ce webinaire si jamais l'événement vous intéresse. Et sachez aussi que ce webinaire sera suivi tout le mois de septembre par des matinales SOC qui sont prévues dans nos différentes agences. Donc, il y aura des matinales à Lille, à Strasbourg, à Mulhouse, à Reims et à Reims, ainsi qu'un événement à Lyon. Donc voilà, je vous communiquerai toutes les informations à la fin de ce webinaire. Et puis voilà, si vous avez des questions, bien sûr, on vous répondra avec grand plaisir. 11h02, voilà, on va encore attendre quelques minutes. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Et puis on commencera. Sachez également que ce webinaire sera enregistré. Donc, si jamais vous souhaitez le revoir, voilà, le communiquer à vos collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, le lien vous sera aussi communiqué à la fin de ce webinaire. Bon, je vois qu'il y a déjà quand même pas mal de monde qui sont là, donc voilà, si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Alors, tout d'abord, je le répète, mais bon, bienvenue sur ce webinaire qui est dédié à la directive européenne NIS 2. Je vais faire un petit mot sur nos deux intervenants, puisqu'aujourd'hui, ce webinaire est animé par deux de nos consultants experts. Donc, nous avons d'abord Michel Witt, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Michel est responsable de notre pôle conseil et consultant sécurité. Donc, bonjour Michel. Bonjour, je me présente en deux petites phrases. Michel Wilt, j'ai un passé d'une quinzaine d'années en tant qu'RSSI dans des structures de type logistique et industriel. Et je suis arrivé chez Assaisie il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Merci beaucoup. Et bon, tu es accompagné par Patrick Arnoux, expert et consultant conformité RGPD et sécurité chez Assaisie. Bonjour Patrick. Bonjour Émilie, bonjour à tous, bienvenue. Patrick Arnoux, donc consultant chez Assaisie depuis un peu plus de 7 ans maintenant, essentiellement en charge de sujets de conformité et essentiellement relativement à la protection des données, donc le RGPD, mais pas que, et aussi sur des aspects de conformité par rapport à des normes, et c'est là où on rejoint le sujet de la sécurité, notamment justement la série des normes 27001 ou des référentiels HDS, et un passé à la fois sécurité et protection des données sur une trentaine d'années dans un groupe du CAC 40. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation complète. Alors moi, je me présente aussi rapidement. Je suis Émilie De Coster, responsable marketing chez Assaisie. Je serai aussi présente pendant toute la durée de ce webinaire et je serai notamment là pour regarder un petit peu les questions qui peuvent se poser. Si jamais vous avez des questions pendant toute la durée de ce webinaire, vous pouvez les poser directement dans la conversation ou dans le petit onglet questions et réponses. On y reviendra à la fin. Si jamais il y a des sujets qui doivent être pris en cours de route, voilà, on y répondra. Mais en tout cas, sachez qu'on prendra en compte vos questions à la fin de ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons avec grand plaisir. Alors ensuite, un petit mot sur nous, si jamais certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Nous sommes donc la société Assaisie, 160 collaborateurs.
On existe depuis 2004, donc si vous faites le calcul, on a fêté nos 20 ans cette année. Peut-être que certains d'entre vous étaient là, étaient présents le 30 mai dernier. Nous existons dans le paysage IT depuis pas mal d'années et nous avons plusieurs cordes à notre arc. Aujourd'hui, on va surtout parler de conseils, mais voilà, on a une forte expertise sur la cybersécurité, sur l'infrastructure, sur le cloud et sur les télécoms, avec 2 métiers transverses à ces 4 expertises que sont le conseil et les services managés. Donc voilà, aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie conseil et sur notamment NIS 2, les nouvelles directives européennes. Donc voilà, place au programme et du coup, je te laisse la main, Michel. Juste qu'on vérifie. Juste avant qu'on commence, est-ce que tout le monde voit correctement les slides qui défilent là? Je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien. Parce qu'en fait, sur l'écran du Teams, moi, Émilie, ce que je vois, c'est. OK, je voyais le titre uniquement et sur l'autre écran, ça avance. Donc, apparemment, c'est bon. OK, parfait. Très bien. Du coup, au programme aujourd'hui, d'abord un rappel ou plutôt une présentation de ce que c'est cette directive européenne NIS 2, en quoi elle consiste précisément, qui sera concerné par cette évolution de la réglementation, parce que tout le monde ne l'est pas forcément. Quel sera le calendrier de la mise en œuvre de cette directive? Parce que voilà, il y a un certain nombre d'échéances qui sont posées. Maintenant, qu'est-ce que ça veut très concrètement dire? Ensuite, comment mettre en œuvre cette directive? Quelles sont les grandes étapes? Quelles sont les grandes obligations? Quels sont les éléments à faire? Et enfin, on conclura par de quelle manière nous, à CESI, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches-là de mise en œuvre, de mise en conformité. Et là, j'en profitais pour reprendre le contrôle. Tac. Voilà. Alors, la directive NIS 2, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une directive européenne. Donc, ça veut dire que c'est une réglementation qui a été rédigée par la Commission européenne, qui a pour ambition, enfin, qui aura pour objectif d'être retranscrite dans les réglementations nationales, donc dans les lois nationales des pays. Donc, tel quel le texte aujourd'hui ne s'applique pas, il sera applicable à partir du moment où les retranscriptions nationales seront faites dans les lois, quoi. Une petite exception à ces retranscriptions concerne tout ce qui est lié aux activités numériques. Donc, il y a quelques secteurs du numérique qui, par leur caractère transfrontalier, donc un service numérique peut être proposé dans un pays et bénéficier à d'autres pays. Donc, du coup, ces entreprises du numérique, elles, ce sera la Commission européenne qui va directement édicter les règles sous la forme d'une réglementation, un peu sous la forme du RGPD alors. Pour en revenir ça c'était pour la forme. Maintenant, pour en revenir un petit peu au fond, le titre de la directive NIS 2, c'est au niveau du texte européen, c'est assez clair, hein, c'est des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, donc en soi, ça définit déjà pas mal ce que ça veut dire. De manière concrète, il y a 3 grands articles qui vont être directement applicables à tous les organismes concernés. Le premier article est lié à la gouvernance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose, c'est chaque organisme concerné devra établir ses risques. Donc, il y a une approche par les risques qui doit être établie. Une fois que ces risques sont identifiés et appréciés, c'est-à-dire caractérisés avec un niveau d'impact et de gravité, quelque part, la direction, les organes de direction des organismes concernés devront l'approuver, valider, en prendre connaissance, en prendre acte. Voilà. Et quelque part, ça veut dire quoi? C'est une grosse évolution par rapport à certaines situations où aujourd'hui les risques étaient principalement portés, gérés par le RSSI ou la DSI. Là, demain, pour les organismes concernés, la direction devra rendre des comptes par rapport à ça, par rapport à cette gestion des risques. L'idée, c'est pas d'amener cette responsabilité explicite directement en plus comme ça, mais c'est également, ça devra s'appuyer sur une notion de formation. Ils devront avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir correctement apprécier ça. Donc, il y aura une obligation de former les directions. Et là où il faut faire attention, là où les mots ont leur sens, on parle de formation et non pas de sensibilisation. Voilà, donc ça sera un peu plus conséquent qu'une sensibilisation telle qu'aujourd'hui elles peuvent se pratiquer.
Donc il y aura une vraie obligation de former les organes de direction. Alors quand on dit organe de direction, ben, souvent on peut penser à un comité de direction ou un comité exécutif. Ce sera à ce niveau-là que ça va se jouer. Ça, c'est la première grande obligation, l'article 20. L'article 21, ben, on rentre un peu plus dans les choses concrètes, hein. Donc, c'est quelles sont les mesures de gestion de risque en matière de cybersécurité qui seront à mettre en œuvre. Et là, c'est très large. On va parler de définition de PSSI, donc de politique de sécurité des systèmes d'information. On revient sur la notion d'analyse des risques qui réapparaît là. Donc, encore une fois, on identifie et on apprécie les risques. Il y a par rapport à ces approches d'analyse des risques, bah, c'est bien d'avoir une analyse des risques sur laquelle s'appuie la PSSI, mais encore, il faut pouvoir contrôler dans le temps que tout ça, c'est correctement suivi. Donc, tout l'intérêt de la notion d'audit de contrôle, audit de contrôle régulier. Alors ça passe soit par des formes de comment est-ce que la PSSI est suivie, comment est-ce que l'analyse des risques, comment est-ce que les risques sont traités, mais ça passe également par d'autres contrôles, style scan de vulnérabilité, qui revient un peu plus loin, ou test de pénétration. C'est un ensemble de contrôles sur comment la sécurité, les mesures de sécurité sont mises en œuvre. Ensuite, il y a des notions très explicites sur la manière de gérer les incidents et la résilience. Alors, on ne parle pas forcément. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend PRM, mais ce n'est pas aussi explicite. Mais ceci dit, la notion de résilience apparaît dans la directive. On parle de formation, de sensibilisation. Là, ça veut dire quoi? Dans la formulation de la directive, je trouve que c'est bien tourné, dans le sens, c'est écrit globalement qu'il serait de bonne loi que les employés soient sensibilisés de la même manière que la direction. Voilà. Donc on revient sur cette notion d'obligation de formation, de sensibilisation des employés. Ça parle également de cyberhygiène de base. Alors le terme est important, cyberhygiène. Ça fait directement écho au guide de l'ANSSI des 42 mesures de cyberhygiène. Là, encore une fois, ça va voir dans la retranscription nationale comment ce sera interprété. Mais en tout cas, quand on voit ce terme-là, ça peut que faire penser aux 42 mesures. Ensuite, on parle de MCO, MCS. Alors, ça veut dire quoi? Maintien en conditions opérationnelles et maintien en conditions de sécurité. Ça veut dire mettre en œuvre une bonne gestion de son parc informatique, une bonne gestion des patchs, des correctifs de sécurité, une bonne gestion de l'obsolescence. Et s'il devait y avoir des exceptions par rapport à tout ça, bah, dans quelle mesure tout ça, dans quelle mesure des mesures de sécurité pour réduire les risques sont mises en œuvre. Le terme de scale de vulnérabilité est également explicitement marqué. Donc, il y aura des contrôles sur les vulnérabilités qui vont être demandés, attendus. Un autre sous-chapitre, c'est la sécurité des RH, hein. Donc, comment est-ce que les ressources humaines en tant que telles vont pas être sécurisées, mais encadrées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une présence de charte, est-ce qu'il y a des NDA qui sont correctement inscrits dans les contrats de travail, comment est-ce que tout ça s'est cadré? Ne serait-ce déjà aussi tout simplement par la présence de contrats de travail. La gestion des accès et des actifs, comment sont gérés les matériels, les devices confiés aux collaborateurs, comment est-ce que sont gérés les accès? Est-ce que chaque personne a juste le bon niveau de droit par rapport à ses missions? Ça, c'est des choses qui sont clairement posées. Enfin, le terme MFA apparaît vraiment clairement dans la directive. Donc là, ce n'est pas une interprétation, le MFA figure dans la directive, tout comme le chiffrement des données. Donc quand on parle de chiffrement de données, c'est autant de manière dynamique, hein, donc en mouvement, que statique. Donc on peut faut très explicitement comprendre, notamment que sur les postes de travail, un BitLocker devrait être activé. Donc ça, c'est quelque part, c'est les grandes mesures plus ou moins concrètes, techniques, organisationnelles qui sont attendues dans l'article 21. Le troisième article qui va vraiment concerner l'ensemble des organismes, c'est une obligation d'information d'incidents importants. Alors c'est un petit peu ça repose un peu sur le même mécanisme aujourd'hui que les violations des données à caractère personnel telles que demandées par le RGPD. Là, ça étend un petit peu le périmètre, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une alerte, un incident, une suspicion d'incident de sécurité, et ben, il y a une première alerte sous 24 heures qui doit être déclenchée auprès de l'autorité de contrôle. Donc, on verra après qui ce sera l'autorité de contrôle. Sous 24 heures. Alors, cette alerte peut être très succincte. Simplement, déjà, dire attention, j'ai une suspicion ou je me suis fait attaquer. Ça, c'est le contenu alerte. La notification avec détail sous 72 heures, elle devra donner un peu plus de détails dans le sens quelles sont les données qui ont été volées, corrompues ou affectées. Le pourquoi de tout ça? C'est dans quelle mesure les bénéficiaires des services, les citoyens, les personnes concernées par les services fournis peuvent être impactés dans leur vie quotidienne. Donc voilà pourquoi il y a la première notion d'alerte, très succincte sous 24 heures,
et notification avec plus de détails sous 72 heures. Le pourquoi derrière, c'est encore une fois pour que les autorités compétentes puissent prévenir leurs homologues ou prendre des dispositions particulières vis-à-vis des personnes qui pourraient être concernées. Donc voilà concrètement ce que c'est NIS2 pour les organismes concernés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura des grandes évolutions qu'on peut classer en 3 grandes familles, hein. Il y a une approche structurée qui devrait être mise en place. Donc, on parle d'analyse des risques. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément de dérouler une méthodologie d'analyse des risques lourde, hein, comme une EBIO-CRM, par exemple. L'objectif, c'est vraiment, on identifie les risques et on les apprécie. On leur met une qualification. Voilà. Donc c'est ça ce que ça veut dire. On parle d'élaboration, de déploiement de politiques et de procédures. Donc encore une fois, on explicite, on formalise un certain nombre de cadres et de pratiques. On sensibilise le personnel, voilà, bah, ça c'est clair, tout le monde devrait être sensibilisé. On définit une gestion de crise, un plan de réponse incident PRA-PCA. Donc encore une fois, c'est une formalisation, c'est une préparation à des choses. On anticipe un maximum possible ce qui peut se produire. Il y a des audits de contrôle qui sont attendus, donc encore une fois, c'est bien de mettre en place un certain nombre de mesures à un moment donné, mais il faut encore pouvoir vérifier dans le temps que c'est correctement appliqué. Et ces audits de contrôle peuvent passer par des évaluations des tierces parties prenantes. Ou ces audits de contrôle peuvent également auditer des fournisseurs qui sont clés aux activités concernées. C'est important aussi, parce que si vous êtes concerné NIS2, vos sous-traitants qui sont eux-mêmes, qui sous-traitent les activités concernées par NIS2, devront être conformes eux aussi. Donc il y a toute la chaîne de sous-traitance qui sera impactée. Tout comme si vous-même vous êtes sous-traitant pour un service critique d'une entreprise qui est concernée par NIS2. Vous-même, vous devriez être conforme NIS2. En termes de best practice, ça mettra également en œuvre un certain nombre de best practices. Donc, on parle de défense en profondeur et périmétrique. Donc, ce qu'on peut entendre par là, bah, on dépasse le simple cadre du firewall, on peut penser à l'EDR, XDR, mais également à un service de SOC. On parle de gestion des contrôles d'accès, et là, ça peut être très large. Encore une fois, c'est ce que je disais avant, c'est s'assurer que la bonne personne, a les bons accès au bon moment pour remplir les missions attendues. Tout ça, ça peut passer par l'IAM, par de l'IAM, du PAM, du MFA. On parle de chiffrement de données, surveillance continue. Donc, encore une fois, on met en place un certain nombre de mesures, d'outils. C'est bien si ça lève des alertes, mais s'il n'y a personne pour traiter ces alertes, bah, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place les processus, les dispositifs nécessaires à ce qu'il y ait une surveillance de tout ça. Après, ça parle également de méthodes de développement, des méthodes au sens général, hein, comment on sécurise les services qui sont développés. Et enfin, ça veut dire quoi? C'est un certain nombre de challenges à mettre en œuvre. Bah, ça fait un étage de plus dans le millefeuille réglementaire. Il y avait déjà le RGPD avant, il y avait un certain nombre d'autres réglementations sectorielles qui étaient applicables. Ça en fait une de plus. Mine de rien, ça fait quand même une certaine convergence avec le reste. Il y a un slide après qui va montrer un petit peu le puzzle de la réglementation européenne qui est en train de se poser par rapport à tout ça. Alors, dans les autres challenges, bah, c'est les organismes qui vont devoir mettre ça en œuvre, bah, elles ont pas forcément, elles peuvent avoir des ressources limitées. Oui, ça c'est un fait. Ceci dit, l'objectif de tout ça, encore une fois, c'est d'assurer un niveau de cybersécurité élevé. Dans quel but? Bah, pouvoir maintenir les activités. Voilà. Donc, l'objectif de ça, c'est de pouvoir pérenniser les activités des organismes concernés. Je vois l'heure qui passe, donc je vais aller assez vite. Donc, dans les challenges, il y en a un qui sera très important, c'est l'engagement du management. Encore une fois, NIS2 a pour objectif de définir, de responsabiliser au plus haut niveau les organes de direction des organismes concernés. Donc, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DG sera comptable des actions mises en œuvre et des actions qui devront être mises en œuvre. Juste mettre un mot supplémentaire sur la partie directive. On l'a vu, que c'était une directive, donc elle va forcément nécessiter une transposition en droit national. Ce qui fait qu'on aura probablement des différences d'appréciation entre les différents États membres. C'est un peu le travers justement des directives par rapport aux règlements qui, eux, sont applicables dans l'État.
Et donc, on pourrait avoir, notamment pour les structures d'entre les votes qui sont établis sur plusieurs États membres, on pourrait avoir des différences d'appréciation, des différences d'obligations d'un État à un autre. Mais on a, pour une fois, des garde-fous qui ont été, enfin, en tout cas, des garde-fous supplémentaires qui ont été mis en place, justement, avec des groupes de coopération. On verra ça par la suite. Donc, on passe au slide suivant. Okay. Je passe au slide suivant. Alors justement, les acteurs. Alors vous avez présent à l'écran les trois grands groupes d'acteurs, sachant que vous êtes essentiellement, je pense, tous à droite, mais on ne peut pas s'affranchir de parler des autres. Tout à gauche, vous avez les instances, les groupements d'acteurs de l'Union européenne, qui sont ceux qui sont réellement la cheville ouvrière de la directive. Donc on y retrouve la Commission européenne, qui est donc non seulement évidemment à l'origine du texte lui-même, mais qui est un acteur dans sa mise en œuvre et dans son exécution, à la fois pour, à la fois pour établir des actes d'exécution complémentaires au texte de Nice 2 lui-même, mais aussi en tant qu'acteur opérationnel, notamment sur la gestion des crises, par exemple. Il est aussi, la Commission européenne est aussi un des membres du groupe de coordination, de coopération qui a pour vocation de faciliter, on va dire, les échanges entre les différents acteurs, notamment au niveau européen. On a l'ENISA, que vous connaissez tous probablement déjà, qui est donc l'Agence européenne de sécurité des systèmes d'information et des réseaux, et qui, elle, a vocation d'accompagner évidemment les acteurs européens, mais aussi d'être le fédérateur, le chef d'orchestre de l'ensemble des activités relatives à la cybersécurité au niveau de l'Union européenne. Et puis, on a le groupement des CSIRT. Alors, on va aller voir juste après au niveau national. Et enfin, une nouvelle instance créée qui est l'EU Cyclone, donc qui a un organe qui est créé pour faire la gestion des crises au niveau transnational, donc au niveau de l'ensemble du bloc des 27 États membres de l'Union européenne. Au milieu, les acteurs nationaux. Alors, on a fait le focus sur les acteurs français parce que c'est ceux qui nous intéressent le plus. Peut-être que certains d'entre vous sont de nouveau établis sur différents États membres et auront probablement donc en phase 2 des agences nationales ou des CSIRT nationaux qui seront différents d'un pays à un autre, bien évidemment. Mais chaque État membre devra établir à la fois une agence nationale de sécurité, un CSIRT national et la possibilité d'avoir des CSIRT régionaux. Il y a aussi des points de contact uniques qui devront être établis et identifiés par chacun des États membres et être indiqués aux instances européennes, justement pour faire la liaison entre les pays et le bloc européen. Au niveau national, donc, c'est l'ANSSI qui, a priori, puisqu'on n'a toujours pas le texte final, même si certains disposent déjà de versions quasi finalisées, c'est l'ANSSI qui va jouer l'intégralité des rôles, donc le coordinateur national des CSIRT, le point de contact unique et l'Agence nationale de sécurité, bien évidemment. On a aussi, on n'a représenté que quelques-uns, mais certains CSIRT régionaux. Donc, pour ceux qui sont présents, on a le Grand Est, la Bourgogne et les Hauts-de-France. Donc, ces CSIRT-là pourraient être nos interlocuteurs demain, encore plus qu'aujourd'hui. Et puis vous, tout à droite, donc les activités opérationnelles, les secteurs d'activité concernés par ce texte, donc qui s'appellent les entités essentielles et les entités importantes. Alors, ce vocable change par rapport au texte précédent. Nice 1 parlait d'opérateurs de services essentiels. Et on connaît en France les opérateurs d'importance vitale. Donc les opérateurs d'importance vitale étaient nés de la loi de programmation militaire de 2013. On verra un petit peu le calendrier ou la chronologie un peu plus loin. Et les ESE sont donc les opérateurs de services essentiels sont nés de la directive Nice version 1. Et tous les opérateurs qui étaient désignés comme étant OSE dans Nice deviennent de facto, sauf après examen peut-être sur certaines conditions, deviennent de facto des entités essentielles au nom de Nice 2. Ce que représente le slide aussi, ce qu'a dit Michel tout à l'heure, c'est que la supply chain des services numériques sera là à considérer. Donc, soit vous êtes vous-même un acteur de services numériques pour un client, soit vous vous appuyez sur justement un acteur du numérique et lui-même devra se conformer à un certain nombre d'obligations
issues de NIS 2. Alors, qui sont ces entités essentielles et ces entités importantes? Hop. Donc, il y a certains critères. Le premier des critères, c'est le type d'activité. L'annexe 1 et l'annexe 2 de ce texte, cette directive européenne, citent l'ensemble des secteurs d'activité concernés. Donc, je ne vais pas les parcourir, hein, mais typiquement, ceux qui sont à gauche dans les entités essentielles, donc les secteurs d'activité essentiels, sont quasiment ceux qu'on trouvait déjà dans NIS 1. Il y a eu quelques ajouts quand même qui sont à préciser et qui sont importants d'indiquer ici, notamment les administrations publiques, ce qui n'était pas le cas du tout dans NIS 1. Donc aujourd'hui, si vous êtes une entité publique, vous pouvez devoir vous conformer à NIS 2. Sachant que les États membres ont aussi la latitude, puisque c'est une directive, donc les États membres décident de la plupart des modalités d'application, mais peuvent décider que ce ne sont pas que des acteurs nationaux ou régionaux, mais pourquoi pas une Comcom, une Comdaglo, une mairie, si elle est importante, par exemple, doit pouvoir éventuellement être là aussi conforme. On a quelques sous-secteurs qui sont apparus. Alors typiquement, et on n'en a que deux, hein, mais dans le secteur de l'énergie, pour donner un exemple, il y avait tout ce qui était évidemment gestion du gaz, d'électricité ou ce genre de choses, mais il y a été ajouté par exemple aussi la gestion, la production, la fourniture, la distribution de tout ce qui est hydrogène. Donc voilà, donc certaines sous-activités ont pu être ajoutées pour pouvoir, on va dire, couvrir un spectre plus large. Et puis, on a l'intégralité, évidemment, de ce qui est maintenant appelé des entités importantes, alors qui sont des secteurs qui n'étaient pas couverts dans la directive NIS version 1, avec des points là aussi intéressants. Alors évidemment, il y a les fournisseurs du numérique, hein, au-delà de ceux qui sont cités dans la partie gauche dans les entités essentielles, mais on se retrouve aussi avec des fabricants d'équipements, de médicaux, des équipements télécoms, enfin, des fabrications de différents types d'équipements, et ça peut aller, entre guillemets, assez loin dans le périmètre. Ce qu'on retient, et on va le voir aussi page suivante avec les critères, c'est que en fait aujourd'hui avec NIS 1, il y a un volume d'environ 300 entités qui sont OSE, donc aujourd'hui opérateurs de services essentiels, et qui demain devraient, avec ce nouveau schéma et ce nouveau périmètre, puisqu'on veut étendre justement la mise en place de ces mesures de cybersécurité, on estime en France que ce serait à peu près 10 000 structures qui seraient concernées. Donc de 300 à un niveau national à 10 000 environ pour NIS 2. Si on passe à la page suivante. Alors les critères, donc je vous l'ai dit à l'instant, hein, sont majoritairement donnés par l'annexe, donc notamment le type d'activité dans lequel vous œuvrez, dans lequel votre structure œuvre. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on va dire, être dans une activité qui est listée dans l'annexe 1, mais se retrouver comme étant non pas une entité essentielle, mais seulement, avec des gros guillemets, une entité importante. Et les autres critères, ils sont liés à la taille de la structure et à son chiffre d'affaires, essentiellement. Donc vous avez à l'écran la présentation qu'on avait faite l'ANSSI lors d'un webinaire en 2023. Donc les critères de taille vont permettre de savoir où on navigue entre entités essentielles et entités importantes. Mais globalement, si on était déjà OSE dans NIS 1 et qu'on se retrouve avec une activité, ou qu'on est avec une activité qui est dans l'annexe 1, il y a fort à parier quand même qu'on se retrouve dans la liste des entités essentielles. Il y a quelques mesures qui divergent selon qu'on est une entité essentielle ou une entité importante, notamment évidemment en termes de mesures à mettre en place, qu'elles soient organisationnelles ou techniques, ça c'est pas tant le point, mais il y a aussi d'autres éléments comme les modalités de contrôle, les modalités de désignation aussi, et puis le niveau de sanction qui évidemment pourra être différent selon qu'on est une entité essentielle ou une entité importante. L'ANSSI a, alors on verra plus loin, on vous a mis quelques ressources intéressantes à avoir à disposition. L'ANSSI a mis en place une page web pour laquelle vous pouvez faire le test. Alors ça reste que du bêta, hein, c'est bien écrit clairement sur le site. Ça n'a pas de valeur officielle
C'est juste pour vous donner une idée de savoir si ou non vous allez devoir être dans le périmètre de Nice 2 et si oui, dans quelle colonne vous allez tomber, essentielle ou importante, sachant que c'est assez simple, hein, le test, il vous repose la question de votre secteur d'activité, de votre taille, de votre chiffre d'affaires. Donc globalement, vous avez l'essentiel sur le slide, mais voilà, l'idée est quand même de mettre à disposition des éléments de la même façon que il est obligatoire, c'est écrit dans le texte, que les États membres mettent en place des moyens pour que les entités viennent s'auto-déclarer, puisque c'est ça le dispositif, puissent venir s'auto-déclarer facilement et simplement en ligne. Voilà. C'est bon? Ok. Quels sont les secteurs, les entités concernées? Parce que là, avant, Patrick il a détaillé les secteurs d'activité qui seront concernés. Maintenant, d'un point de vue géographique, comment ça s'applique? Seront concernées toutes les entités œuvrant dans les secteurs qui ont été listés avant, qui exercent leur activité au sein de l'Union européenne, y compris celles qui n'ont qu'une représentation, ou qui fournissent des services et des produits dans l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, tous les acteurs du cloud américain, tous les acteurs de services fournis en Europe, donc américains, chinois, seront également concernés par NIS2. Donc, à la petite nuance du RGPD qui concernait tout ressortissant ou toute personne habitant dans l'Union européenne, là, on peut essayer d'établir un petit parallèle. C'est effectivement toute entité, tout organisme fournissant un service au sein de l'Union européenne. RGPD aussi. RGPD aussi. Mais en tout cas, c'est pour faire le parallèle entre les deux. Donc là, autant sur le RGPD, c'est les personnes qui sont concernées, autant là, ce sont les services et les produits fournis. Voilà. Alors en termes de calendrier, qu'est-ce qu'il en est? Alors la directive a été adoptée par la Commission européenne en décembre 2022. Donc ça fait un peu ça va bientôt faire 2 ans. Maintenant, la directive a été votée par la Commission européenne. Ça veut dire que les États membres de l'Union européenne ont jusqu'au 17 octobre 2024 pour retranscrire cette directive dans leur réglementation nationale. Donc finalement, c'est quelque part donner des mesures concrètes à cette directive, donner un peu plus d'éléments concrets. Typiquement, de ce qu'on attend aujourd'hui, nous, c'est qu'est-ce qu'ils entendent par former les directions. Voilà, donc, parce que le mot former, c'est juste le mot former qui est dedans. Qu'est-ce qui est attendu en termes de contenu, qu'est-ce qui est attendu en termes de niveau attendu. Ça, c'est des éléments qu'on attend, qu'on attend un peu. Le 17 octobre 2024, ça ne veut pas dire que les contrôles vont tout de suite commencer par l'autorité compétente. Non. Encore une fois, je refais un parallèle avec le RGPD. Quand le RGPD a été adopté, il y a eu un délai de mise en conformité. Et bien là, ça sera à peu près la même chose. Il y aura un délai de mise en conformité d'une vingtaine de mois qui sera accordé à tous les organismes. Ceux qui sont prêts, l'effort à faire sera moindre. Ceux qui ont encore tout à faire, ils ont une vingtaine de mois pour faire tout, pour se mettre en conformité. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, le 17 octobre 2024, tout le monde doit s'arrêter parce que tout le monde n'est pas conforme. Non, ça laissera ce délai de mise en conformité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Une petite exception à cette obligation de retranscription nationale, c'est ce que je disais avant, dans la mesure où les entreprises du numérique, de par leurs activités qui ont un caractère transfrontalier, et ben, sur ces secteurs d'activité-là, ce sera directement l'Europe qui va définir les règles du jeu. Donc ce sera directement l'Europe qui va produire la réglementation applicable, avec le même délai fixé, c'est-à-dire au 17 octobre 2024. Donc autant avec les événements qui sont en cours au niveau de l'Assemblée nationale, le délai du 17 octobre 2024 pour tout ce qui est retranscription nationale, on peut avoir des doutes. Voilà. Surtout que j'ai eu la curiosité de regarder sur le site de l'Assemblée nationale au mois de mai l'état des travaux. J'avais rien trouvé qui était publié. Ça peut laisser quelques doutes sur l'avancement. Donc, est-ce que le 17 octobre 2024 pour la retranscription nationale française sera tenu? Je ne sais pas. En tout cas, pour les acteurs numériques, oui, ça le sera. Ce qu'on peut quand même ajouter, c'est que le texte, semble-t-il, est finalisé. Donc, c'est l'ANSSI qui est l'organe, on va dire, opérationnel qui a œuvré justement sur la transposition en droit national et que, a priori,
des versions quasi finalisées circulaient déjà. Donc on pourrait avoir, on va dire, des éléments quand même, on saurait trouver des éléments intéressants. Pour autant, pour ce qui vous concerne, vous, en premier lieu, c'est bel et bien ce qui est décrit dans les articles 20, 21 et 23 qu'on a vu au tout début, qui sont à considérer. Donc certes, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire former la direction, mais on peut quand même avoir une bonne idée déjà de ce qu'il conviendrait d'engager si rien n'est fait. Et puis l'autre point qu'on peut peut-être citer, c'est que c'est l'ANSSI donc, qui est l'organe en France qui sera chargé à la fois des contrôles et d'autres activités, hein. C'est surtout sur ces autres aspects que le texte mérite une transposition nationale et que c'est pas tant dans, c'est ce qu'on va voir page suivante, mais c'est pas tant dans les gènes et dans les habitudes de l'ANSSI d'être en mode contrôle et coercitif, mais plutôt en mode accompagnement et assistance. Donc on peut imaginer que l'ANSSI jouera ce rôle comme il a fait par le passé avec les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Alors en France, l'autorité compétente, c'est donc l'ANSSI. Ça sera l'ANSSI pour la plupart des sujets, plus le réseau de CSIRT, hein, on l'a vu juste avant, y compris notamment les CSIRT régionaux. C'est l'ANSSI qui sera aussi le CSIRT national. C'est l'ANSSI qui jouera le point de contact unique vis-à-vis donc, des instances et des autres acteurs au niveau européen. Mais comme on vient de le dire, bon, il est aussi celui qui devra faire le contrôle. Alors, il y a deux modalités différentes, hein. Il y a les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. Alors, donc, les a priori, ça sera essentiellement pour justement les opérateurs qui sont des entités essentielles, parce qu'elles devront montrer, entre guillemets, plus patte blanche que les entités importantes, alors que les entités importantes, ça sera essentiellement plutôt sur des aspects après incident pour pouvoir s'assurer que justement les correctifs sont mis en place, que les mesures correctives sont mises en place, qu'elles soient là encore d'un point de vue technique ou organisationnel. Donc c'est l'ANSSI qui sera l'acteur principal en France. Il s'appuiera sur le réseau de CSIRT régional qui est en train de se constituer. Dans toutes les régions n'ont pas aujourd'hui encore un CSIRT, hein, si vous êtes un acteur national, mais il commence à y avoir un beau réseau de CSIRT régionaux en France, dont les trois que j'ai cités tout à l'heure, hein, pour couvrir le grand quart nord-est des Hauts-de-France jusqu'à la Bourgogne en passant par le Grand Est. Mmh. Et là, je profite, j'ai vu une question passer sur la présence d'un CSIRT dans la région Rhône-Alpes. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc ça, c'est une clarification qu'on attend par rapport à la mise en œuvre de cette directive. Je passe au slide suivant. Alors, les sanctions, on l'a dit, hein, c'est l'ANSSI qui sera chargé de faire le contrôle et probablement d'être, là aussi on attend le texte, parce que comme c'est une directive, donc c'est ça qui va surtout être dans le texte, c'est qui aura quel pouvoir, qui aura quel rôle, mais on peut imaginer que ça sera aussi l'ANSSI qui, peut-être pas seul, notamment avec la CNIL, hein, pour tout ce qui aura, tout ce qui concernera des incidents qui touchent à des données à caractère personnel. Il y aura probablement une coopération comme ils savent le faire aujourd'hui déjà sur d'autres sujets, comme justement des guides de sécurité. Donc c'est l'ANSSI qui probablement sera l'acteur principal des mesures et des sanctions. Et on se retrouve avec des niveaux de sanctions qui sont ceux qu'on peut connaître dans d'autres textes, hein. Ce n'est pas forcément le coup d'assommoir d'emblée, évidemment, et c'est pas trop dans les gènes non plus de l'ANSSI, mais il y a un avertissement, des rappels à l'ordre. Enfin, c'est évidemment une réponse qui là aussi est graduée et que le pire de tout sera évidemment la grosse sanction financière, plus le fait de rendre, on va dire, public les violations et les sanctions qui pourraient avoir un effet d'atteinte à la confiance, d'atteinte à l'image de marque, d'atteinte à la notoriété d'une structure et qui peut faire tout aussi mal qu'une sanction financière. Alors, sur les sanctions financières, parce que c'est quand même heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment il faut le présenter, mais ce qui fait bouger les choses, souvent, notamment au niveau des directions générales. Alors on se retrouve avec un régime qui est un peu similaire à celui du RGPD le nouveau. On se retrouve avec des États membres qui doivent fixer des plafonds qui doivent être au moins de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour les entités essentielles. Pour rappel, c'est 20 millions d'euros et 4% du CA mondial pour le RGPD pour les atteintes majeures. Et pour les entités importantes, le plafond doit être au moins de 7 millions d'euros et 1,4% du chiffre d'affaires. Et là encore, le parallèle avec le RGPD, c'est 2%
du chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros pour les infractions moins importantes. Donc l'idée, là, de nouveau, elle est de dire on ne joue plus. Voilà, il y a une vraie nécessité à ce que tout le monde monte le niveau de cybersécurité parce que l'activité aujourd'hui de la société, d'un État, d'une région, il est fortement, on va dire, axé, basé sur des services numériques et il est indispensable pour que la société, pour que l'État continue de fonctionner, que l'activité économique d'un État continue de fonctionner, que tout le monde monte le niveau d'un cran et que, parce que ça fait partie aussi des intentions clairement énoncées par le texte, que l'ensemble soit un peu mieux coordonné, qu'il y ait une coopération au niveau national entre les régions et la nation et les acteurs de différents niveaux au niveau national, mais aussi transnational entre un acteur national comme l'ANSSI et ses homologues ailleurs. Donc le but, il est là. Donc vraiment, les sanctions, elles ont encore un effet, on va dire, de s'assurer que tout le monde va bel et bien jouer le jeu parce qu'il y a une vraie nécessité à ce que tout le monde joue le jeu. Alors, j'apporte juste un petit complément. C'est bien dit dans les considérants de la directive que le but du jeu n'est pas non plus de flinguer un organisme, hein, parce qu'effectivement, comme le disait Patrick, les entités concernées, les organismes concernés contribuent à l'activité économique de l'Union européenne. Donc l'objectif de ces sanctions n'est pas encore une fois de flinguer l'organisme. Par contre, là où encore une fois, je reviens un petit peu à la responsabilisation des organes de direction, une petite sanction qui est inédite dans le domaine de l'informatique, qui existait déjà pour tout ce qui était lié au blanchiment d'argent, au détournement de fonds et aux malversations fiscales, c'est l'interdiction temporaire de diriger pour un représentant légal. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que s'il est avéré qu'un dirigeant d'un organisme ait conscience des risques, donc encore une fois, on revient à cette nécessité d'approche par les risques, si un dirigeant représentant légal d'une entreprise est au courant des risques, mais n'a rien fait, malgré les avertissements, malgré toutes les alertes qui ont été remontées, s'il y a un contrôle et que l'autorité de contrôle, donc l'ANSSI, juge que ça représente un risque important, ils peuvent suspendre son mandat de direction, le temps de la remise en conformité. Ça, c'est une sanction qui est quelque part inédite dans le domaine de l'informatique. Et au sens large, hein, enfin, voilà. Et donc, du coup, il sera privé, on va dire, aussi de salaire pendant cette période-là, parce que s'il n'exerce plus, logiquement, il n'a plus non plus de salaire. Donc, il y a une incitation aussi sous cet angle-là, au-delà d'éviter les sanctions financières, d'éviter la mise au pilori en rendant public un incident. L'idée, quand même, aussi d'inciter les dirigeants à agir réellement et être conscients, on va dire, de leur responsabilité. Alors, on l'a cité au début, hein, on parlait de millefeuille au tout début. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est alors un texte supplémentaire, mais il n'est pas tant supplémentaire que ça, parce qu'on avait déjà Nice 1. Donc, c'est juste une volonté d'accroître, on va dire, le périmètre de couverture, mais aussi d'augmenter le niveau de coopération. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un texte qui a vocation d'être un peu plus appliqué, qui concerne en tout cas plus d'entités que par le passé. Et donc, on se retrouve avec un texte qui fait, on va dire, un peu écho à des textes comme le RGPD, d'autres qui sont peut-être un peu moins pour des acteurs qui sont autour de ce webinaire, comme le DGA, le DSA, le DMA, etc. Mais voilà, on est dans un flux global de réglementation au niveau de l'Europe parce que il a été clairement décidé au niveau européen qu'il y avait une nécessité d'une stratégie autour de la donnée. Et tout ça s'intègre dans cette politique de la stratégie de la donnée au niveau de l'Union européenne pour pouvoir faire jeu égal avec les acteurs qui sont dans d'autres continents, pour ne pas les citer, l'Amérique du Nord et la Chine notamment. L'objet est donc d'avoir, on va dire, une conformité qui soit harmonisée aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des groupements et des acteurs au niveau européen qui auront vocation de s'assurer que justement on est
même si c'est une directive à un niveau qui est assez homogène, et il y a des obligations de coopération avec les différents acteurs, que ce soit en amont au niveau des groupes de coordination ou en aval au niveau des gestions de crise et des incidents, comme le rôle qui est donné à EU Cyclone ou l'ENISA, qui a aussi une vocation de centralisation de l'ensemble des vulnérabilités, par exemple, et de mise à disposition de l'ensemble de la communauté des moyens d'y remédier. Le but étant, évidemment, on l'a dit au début, d'accroître le périmètre d'application et donc de montée générale du niveau de sécurité, parce qu'on a une dépendance de plus en plus forte, pour pas dire quasi obligatoire, du numérique partout dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Donc voilà, ça c'était quelque part une présentation des grandes lignes de ce que signifie NIS 2. Alors, nous là-dedans, comment est-ce que nous pouvons vous accompagner? Dès aujourd'hui, à partir de la directive européenne et des mesures de cyberhygiène de l'ANSSI, on a construit un pré-diagnostic de conformité. Donc, dès aujourd'hui, on peut déjà donner une première photo de vous, si vous êtes concerné, où vous vous situez par rapport à cette future directive. Donc, sur ce prédiagnostic, un délivrable qu'on pourra vous donner, c'est l'élaboration d'un plan d'action, un plan d'action de mise en conformité. Encore une fois, ça demeurera dans les grandes lignes puisque les directives précises sont pas encore définies. Ceci dit, Patrick, il a dressé un tableau de la convergence, en fait, de tout le puzzle des réglementations européennes qui est en train de se mettre en place. Mais qu'est-ce qu'il faut y voir de manière sous-jacente? On y retrouve de manière sous-jacente, et c'est même dit de manière très explicite dans les considérants de la directive, tout ça, ça converge vers l'ISO 27000. Voilà. Donc finalement, la notion de on définit les risques, on pilote par les risques et on met en place un système de pilotage de tout ça, c'est clairement un des objectifs de 27000. Donc l'objectif de NIS 2, c'est pas que tout le monde soit conforme, soit certifié 27000. C'est juste une convergence, une tendance de fond qui dit, voilà, on définit nos risques et on les pilote. L'expérience qu'on a, nous, aujourd'hui, qui part de la force que nous, à Saisie, on a par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, nous sommes 5 consultants qui sont certifiés 27000. Donc aujourd'hui, la tendance de fond, on est capable de l'avoir, on est capable de vous guider vers les objectifs attendus. Donc il y a cette notion de pré-diagnostic de conformité par rapport à NIS 2. Et puis après, d'une manière plus générale, aujourd'hui, on a la capacité à vous accompagner sur la cyberhygiène. Donc où est-ce que vous vous situez par rapport à ces 42 mesures de l'ANSSI, à la mise en place à votre accompagnement sur la certification 27001 ou HDS, sachant que l'HDS est du 27001 plus une quarantaine de mesures complémentaires. On peut également vous accompagner sur le cadrage général, donc sur la définition de politique avec un S, dont notamment TSSI. Nous pouvons vous proposer des accompagnements en tant que RSSI externe ou assistance à maîtrise d'ouvrage de RSSI. À travers notre pôle cyber-éduc, on peut vous accompagner sur des formations, des sensibilisations. Et puis après, on a tout le reste de notre catalogue des offres techniques qui existent. Donc, comme je disais, l'une des forces de la saisie aujourd'hui, c'est 5 consultants qui sont expérimentés, certifiés 27000. Et à partir de septembre, nous aurons un consultant qui sera certifié NIS 2 implémenteur. Ce consultant est présent à mes côtés. Émilie, est-ce que tu veux rajouter un mot? Non, je pense que tu as tout dit. Ok. Écoutez, maintenant la parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous, à les poser à travers le chat. Alors, il y avait deux petites questions qui se sont posées tout à l'heure. La première, il me semble que c'était pendant la slide challenge et best practice. C'était comment caractériser une suspicion et ne risque-t-on pas d'envoyer beaucoup de faux positifs ou de se retrouver en défaut pour ne pas avoir assez notifié? Je peux l'apprendre, celle-là. En fait, oui, les risques sont bien là, c'est-à-dire d'imaginer un peu trop. C'est exactement ce qui s'est passé aussi au moment du RGPD, avec les obligations de notification à la CNIL d'une violation possible de violation de données. Je serais tenté de dire,
même combat, tant qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de guider et comment jauger de la pertinence ou pas d'une notification à l'autorité de contrôle, donc l'ANSSI en l'occurrence, on pourrait prendre l'optique du qui peut le plus, peut le moins. Il est indiqué d'ailleurs dans le texte lui-même qu'il ne faudra pas qu'une structure soit sanctionnée parce qu'elle aura fait justement une notification, sachant que là, il y a bien la volonté d'alerter au plus vite. Le point, il est là. C'est-à-dire que on a un doute, on ne sait pas s'il y a une vulnérabilité qui est là ou pas, enfin, on ne sait pas encore si elle est avérée. Il vaut peut-être mieux passer l'information et s'assurer qu'elle ira aux bons acteurs plutôt que de la garder pour soi, parce que c'est pas que je suis susceptible de m'être fait hacker, c'est bel et bien aussi j'ai découvert peut-être quelque chose qui est une vulnérabilité où il est possible que justement je me sois fait hacker et que donc mes activités vont peut-être péricliter dans les heures qui suivent. Donc l'idée est quand même de lever l'alerte. Je crois d'ailleurs que c'est ce mot qui est employé dans le texte pour qu'on puisse réagir rapidement et là, en l'occurrence, que vous puissiez aussi être accompagné. Et le deuxième rapport, sous 72 heures, viendra confirmer si besoin ou à l'inverse, pourquoi pas fermer l'incident pour dire, bah, en fait, non, fausse alerte et donc tout va bien. Mais il vaut peut-être mieux quand même, dans un premier temps au moins, se dire, j'ai un doute, j'y vais. Voilà. C'est vrai que c'est aussi se montrer, et ce qui n'est pas toujours le souhait des directions régionales, des directions générales, pardon, mais on peut imaginer que on s'établisse des critères, puisqu'on fait une approche par les risques. De toute façon, ça doit bel et bien être ça qui va guider la démarche, de voir dans quel cas, justement, on aura des éléments qui nécessitent une notification. J'en profite pour ajouter, il y a une consultation qui est en ligne depuis quelques heures presque de la Commission européenne pour justement être en capacité de jauger qu'est-ce que c'est qu'un incident majeur. Et donc, ça peut en partie répondre à la question, dans quel cas je vais devoir ou pas imaginer faire cette alerte sous 24 heures, même si je ne suis pas encore sûr et que c'est potentiellement un faux positif. Voilà. Et on pourra mettre le lien dans la liste des ressources qui sont juste après et qu'on pourra voir après, mais on pourra l'ajouter dans le lien puisqu'on a récupéré l'information ce matin. Ok, alors une autre petite question, une autre question qu'on a eu dans le chat. Nous n'avons pas de CESIRT en Rhône-Alpes. À qui s'adresse-t-on? Bah, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas encore de CESIRT dans la région Rhône-Alpes. Comme c'est à la main des régions, on n'a pas, nous, la visibilité sur ce qui va être mis en place, mais visiblement, de par l'implémentation de la directive NIS 2 dans la réglementation nationale, forcément, il devrait y avoir quelque chose à un moment donné, quoi. Le calendrier, maintenant, on ne l'a pas. Voilà. Une autre question qu'on a eue, nous sommes fournisseurs de services informatiques et nos clients doivent se conformer à NIS 2. Quel impact pour nous? Si vos clients sont assujettis à être conformes NIS 2, vous-même, vous devrez l'être, suivant la nature des services que vous leur fournissez. Parce que si ce sont des services qui leur sont essentiels pour la fourniture des activités elles-mêmes concernées par NIS 2, vous devrez l'être. Si vous fournissez des services tiers qui ne sont pas nécessaires à la fourniture des services impactés par NIS 2, vous ne serez pas forcément obligé de l'être. Sachant que les fournisseurs de services numériques, je reprends la même terminologie, sont assujettis par eux-mêmes en tant que tels, de par leurs services, indépendamment de ce qu'ils fournissent comme service à des EE ou des EI, s'ils remplissent certains critères. Si vous êtes un fournisseur de DNS, par exemple de rang 1, vous êtes directement dedans. Voilà, vous œuvrez pas spécifiquement plus pour les EE, les EI et les autres, mais vous êtes de facto dans le périmètre d'application. Et il y en a d'autres comme ça qui sont listés dans le texte en fonction de la nature justement des services numériques que vous offrez. Une autre question qu'on a reçue, étant acteur du secteur médico-social, nous devons déjà notifier le CERT santé. Devons-nous notifier aussi le CESIRT s'il y en a un? Je la prends celle-là, si tu veux. Il y aura une notion en fait de point de contact unique qui va être définie. Et ça, encore une fois, c'est à la main des retranscriptions nationales. Mais clairement, dans l'idée de la loi, enfin, dans l'idée de la directive,
C'est que vous serez quelque part, dans l'urgence de gérer la situation. Vous avez des obligations. L'objectif, c'est pas que vous deviez notifier 15 000 organismes différents. L'idée, ce sera vraiment de créer des points de contact uniques et eux-mêmes, derrière, vont devoir redispatcher ces alertes-là vers les organismes concernés. Donc là, il faut attendre la retranscription nationale pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de vous compliquer la vie à devoir prévenir 15 000 autorités compétentes, mais d'essayer de tout centraliser sur une seule. Un complément, c'est vrai que la question est plus que pertinente, puisqu'aujourd'hui, pour des acteurs santé importants, pour lesquels il pourrait y avoir un impact pour la santé des citoyens à une grande échelle, on n'est pas exempt de devoir notifier et l'ANSSI, pardon, et la CNIL si on a des données à caractère personnel qui sont concernées, et l'ARS, par exemple, si jamais on est justement un acteur important. Donc l'idée aussi est peut-être, et on espère en tout cas, qu'il y ait une simplification dans les démarches de notification, parce que comme on est déjà dans l'urgence, l'idée n'est pas de devoir passer justement son temps à faire des notifications complémentaires, distinctes mais complémentaires, aux différents acteurs, donc l'ANSSI, le CSIRT, le CERT Santé, la CNIL et je ne sais quel autre organisme encore comme l'ARS. Il est plutôt intéressant de concentrer ses moyens et ses ressources sur le fait d'endiguer le problème et d'y remédier le cas échéant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que tout Non. a été clair? Donc, si tu veux, Émilie, reparler, alors on peut peut-être déjà mettre les ressources supplémentaires qu'on partagera, qui sont de toute façon dans le replay. Donc, on y ajoutera la page de la Commission européenne sur la consultation. Donc, on l'a dit un peu plus tôt, hein, donc la Commission est un acteur à la fois du texte de départ, mais aussi dans les mois qui viennent, ils vont pouvoir édicter des actes d'exécution complémentaires, sectoriels ou pas. Et donc, il y en a une qui est sortie il y a quelques temps là, concernant comment considérer justement les incidents et comment les évaluer pour savoir s'ils sont suffisamment importants pour devoir justement notifier. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore gravé dans le marbre, mais pour lequel tout un chacun a le droit de fournir son avis à la Commission européenne. Pardon, excusez-moi. Ok. Donc ça, effectivement, ces ressources vous seront transmises. Comme ça, effectivement, vous avez déjà un certain nombre d'éléments pour commencer à vos réflexions. Donc, Émilie, Émilie, un un petit problème souci technique. Voilà, on va juste reprendre le message qu'elle avait passé au début du webinaire, qui est que le prochain, donc là on s'arrête pour les webinaires pour l'été, ça reprendra en septembre, avec notamment un webinaire sur le SOC. Donc il y a notamment le SOC Assisi, l'offre d'Assisi sur le sujet. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci à tous pour l'attention. D'être restés 1 heure quasiment. C'était pas prévu que ça soit aussi long, mais et on espère que ça vous a éclairé sur cette directive NIS 2. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.